Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Cette semaine, nous avons vécu un moment très important puisque toute la nuit de lundi à mardi et la journée de mardi, nous avons égrené un petit peu partout de par le monde les noms des disparus dans cette tourmente que fut la Shoah. Et à ce titre, je voudrais donner la parole à un auteur, Rainer Hoss, à qui je dis bonjour Rainer. Rainer nous arrive avec un livre qui a paru chez Notes de Nuit, L'héritage du commandant, le petit-fils du commandant d'Auschwitz raconte. Ce livre a été écrit avec le concours de Petra Schmidt et Johann Voss, traduit de l'allemand par Elisabeth Willens, à qui je dis également bonjour Elisabeth Willens. Toute l'interview va être traduite par Elisabeth et nous allons commencer tout de suite par quelques mots sur Rainer Hoss, qui est donc né en 1965 près de Stuttgart et qui est le petit-fils de Rudolf Hoss, le commandant du camp d'extermination d'Auschwitz. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire à Rainer Hoss que son livre est très touchant, qu'on ne peut pas ne pas le lire d'une seule traite. Et ma première question, Rainer Hoss, qui êtes-vous? Mein Name ist Rainer Hoss und ich bin der Enkel des Kommandanten von Auschwitz. Gründer von Auschwitz, der es bis 1943 selber betrieben hat und ab 1943 nur noch in übergeordneter Funktion als Aufsichtsperson durch Oranienburg als Amtsgruppenchef D1. Oui, bonjour, je suis Rainer Hoss et je suis le petit-fils du commandant d'Auschwitz qui a dirigé ce camp jusqu'en 1943 et qui est ensuite revenu à Auschwitz à partir de 1944. Alors, Rainer Hoss, avant même de parler de la vie journalière de la famille aux abords d'Auschwitz, dans les jardins entre guillemets de Auschwitz, j'aimerais que vous nous parliez de cette association de Footstep Team. Ja, Rainer, bevor du uns also von dem Leben in Auschwitz in der Villa vom Kommandanten sprichst, könntest du uns einige Wörter über dein Verein Footsteps sagen? Das ist eine Interessengemeinschaft. Wir haben Footsteps 2014 gegründet mit dem Thema die 70-Jahr-Feier in Auschwitz, um einfach Leute auf unserer Seite zu informieren, was dort passiert, die Gespräche, die wir geführt haben. Und Footsteps im Grund wird zusammengesetzt aus einem Engländer, der also im medizinischen Bereich für die Regierung arbeitet, jetzt seinen Master macht in Geschichte, Simon Bell. Dann hatten wir eine Lehrerin aus Amerika, die sehr eng ist mit dem Thema Nationalsozialismus, auch die Betreuung von Überlebenden in Kalifornien hat und dort sehr viele Veranstaltungen macht. Dann hatten wir noch die Debbie Callahan, dann hatten wir noch die Jessica Clark, eine Studentin, die mittlerweile in Korea unterrichtet, und zwar Geschichte. Sie hat ein Buch verfasst über die gesamten Ärzte von Auschwitz, unter anderem auch von Mengele. Also sie ist eine Fachfrau in dem Bereich. Dann haben wir noch dabei den Jonathan Stone, der in Las Vegas lebt und da drüben 2 Projekte führt zum Thema Essen für Kinder. Da in Amerika jedes 4. Kind abends hungrig ins Bett geht, hat er eine Initiative gegründet, diesen Kindern zu helfen. Dann haben wir noch natürlich die Zusammenarbeit mit Ben Leather, einem 5-fachen Überlebenden von verschiedenen Camps und ein Überlebender von den letzten Todeszug nach Dachau. Von 3500 Häftlingen, die im Zug waren, haben nur 17 überlebt und er war einer davon mit seinem Onkel, der dann kurz darauf auch verstorben ist. Und unser Gesamtthema, das wir momentan durchexerzieren, nennt sich dann auch Voices of Compassion. Oui, donc en fait, Rainer explique que son association Footsteps a été fondée en 2014 au moment où on s'apprêtait à célébrer les 70 ans de la libération d'Auschwitz. Et donc cette association se compose de plusieurs personnes. Un Anglais qui s'appelle Simon Bell, travaille dans le domaine médical en Angleterre, qui a écrit une thèse en fait sur Auschwitz.
ensuite Debbie Callahan, qui est professeure aux États-Unis, qui s'occupe également de ces sujets. Ensuite, Jessica Clark, qui est l'auteur d'un livre sur les médecins à Auschwitz. Jonathan Stone, qui vit à Las Vegas, aux États-Unis, et qui est porteur d'un projet qui s'appelle Donner à manger aux enfants, qui s'occupe en fait des enfants qui sont pauvres aux États-Unis. Et voilà, donc lui s'occupe également de ce projet-là. Et ensuite, Benjamin Lesser, qui est un survivant de 5 camps d'extermination nazie, dont le dernier où il a été, qui était Dachau. Il est l'un des 17 survivants sur des milliers qui ont transité parmi ces camps, et Ben Lesser vit aux États-Unis. C'est un monsieur maintenant qui a plus de 80 ans et qui est encore très très actif dans le domaine de la mémoire, et qui a lui-même créé une fondation qui s'appelle Zahor. Alors maintenant, Rainer Ross, nous allons parler de la vie justement aux abords d'Auschwitz. Et tous ces détails, vous les tenez directement du chauffeur de votre grand-père, donc de Léo. Parlez-nous de Léo et de ses récits. Ja, über das Leben in Auschwitz damals. Du hast deine Informationen von Leo hauptsächlich. Kannst du uns ein bisschen von Leo erzählen? Also Leo kannte ich eigentlich schon von klein auf, und er wurde mir als Familienmitglied damals dargestellt, was ich dann später, je älter ich wurde, also herausgestellt hat, dass er nur der Fahrer meines Großvaters in Auschwitz war, aber auch der Familie Höss, wie später dann auch meine Großmutter, für immer und ewig verbunden war. Also es war ein sehr komisches Gefühl, wenn man beide zusammen sah. Also es war jetzt nicht irgendwie so diese familiäre Nähe, sondern er sprach sie als die Kommandantin an und sie ihn als den Leo. Also es war also auch nach dem Krieg bis zu seinem Tod und ihrem Tod war das eigentlich immer noch dieses Verhältnis Chef und Angestellter oder Chef und Diener in der Form. Ce qui était très curieux de constater, et ça Rainer l'a vécu lui-même puisqu'il était petit dans les années 60-70, et Léo et sa grand-mère étaient encore vivants, c'était de voir que après toutes ces années, les rôles, la répartition des rôles était restée strictement la même, à savoir que la grand-mère était toujours la commandante et Léo était toujours son subordonné d'une certaine manière, puisqu'à l'époque de la guerre, il était le chauffeur de Rudolf Höss. Et ces rapports n'ont pas évolué, ils sont toujours restés strictement les mêmes. Alors justement, les rapports étant restant toujours les mêmes, nous avons dans ce livre plusieurs détails qui nous interpellent, qui nous font mal, parce qu'on a du mal à comprendre, et je pense que Rainer a également à ce jour beaucoup de mal à comprendre comment son grand-père, donc cet homme si proche des bêtes, pouvait avoir agi de la sorte, mais également la grand-mère qui avait des phrases un petit peu surprenantes, qui demandait à ses enfants « Pensez à bien nettoyer les fraises à cause des cendres qui auraient pu se déposer sur ces fraises ». Et quand on sait quelle était l'origine de ces cendres, tout ceci nous interpelle. Si Rainer voulait reprendre un petit peu la vie courante dans cette famille. Ja, man kann sich wundern, also dass sein Großvater zum Beispiel ein Freund von Tieren und von der Natur und ein guter Vater war und trotz alledem also Ungeheuer da begangen hat. Und seine Großmutter, also diese Sätze wie pass auf die Aschen auf den Erdbeeren oder sowas, konnte damals ein Alltagsleben führen. Wie war das möglich nach deiner Meinung? Also ich denke einfach, das ist der Zeit geschuldet, in der beide aufgewachsen sind, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Deutschland war am Boden, Reparationszahlungen an Frankreich, Kapital war keines vorhanden. Der Nationalstolz der Deutschen war natürlich enorm hoch. Und wenn man die ideologische Prägung der damaligen Zeit richtig interpretiert, was ja natürlich Himmler, Goebbels, Göring, die ganze Propagandamaschinerie, die ja in Gang gesetzt wurde, und man erklärte natürlich jeden, der gegen das Regime war, also gegen Adolf Hitler, war ja automatisch ein Feind. Natürlich auch die Juden, die am Anfang natürlich gar nicht verstanden haben, was ihnen eigentlich widerfährt in dem Moment, da ja 90% von denen, die ja später auch vernichtet wurden, für Deutschland im Ersten Weltkrieg gekämpft haben, deutsche Pässe hatten, in Deutschland geboren wurden, aber hier
Meiner persönlichen Meinung nach war das natürlich auch eine Kapitalgeschichte. Also wie komme ich schnell an Geld? Da zur damaligen Zeit die jüdischen Gemeinden sehr wohlhabend waren, was man ja auch schon in der Vorgeschichte im Judentum erkennt, war das natürlich eine gute Kapitaleinnahme für das Regime seinerzeit. Und dass er im Grund, also ich sehe ihn jetzt nicht als Psychopathen oder eine gespaltene Persönlichkeit, wenn man seine Memoiren liest, gewisse Gewissensbisse hatte er, die er aber relativ schnell beiseite gelegt hat. Denn der Führerbefehl war für ihn das Nonplusultra, also das war alles. Und das natürlich auch meine Großmutter bis zu ihrem Selbstmord 1989 dieses Thema Nationalsozialismus, Ideologie ganz hoch hielt. Weil sie hat ja auch in verschiedenen Aussagen, hat sie auch diese Aussagen getätigt, ihr Paradies Auschwitz. Und da habe ich mich natürlich in meinen ganzen Recherchen immer gefragt, wenn Auschwitz für sie das Paradies ist, wie würde denn die Hölle für sie aussehen? Und so kam halt für mich ja im klaren Gegenzug im Endeffekt die Offensive, diese Geschichte, die Familie probiert hat, über Jahrzehnte zu verheimlichen, ans Licht zu bringen. Weil ich denke, das ist ein Lerneffekt für die heutige. Oui, donc Rainer revient en fait sur les débuts de l'histoire en fait, c'est-à-dire il faut remonter à l'humiliation cuisante du traité de Versailles qui a été infligé à l'Allemagne pour comprendre que toute une nation qui s'est sentie profondément humiliée a été extrêmement sensible à une propagande, la propagande du régime nazi bien sûr, qui a voulu redonner au peuple allemand une place beaucoup plus glorieuse que celle qui avait valu l'humiliation suite à la défaite de 14. Et il faut dire aussi que le régime nazi a vu très vite, parce qu'il y avait énormément de juifs allemands bien sûr qui s'étaient battus avec honneur pendant la Première Guerre mondiale, et ces juifs ont été complètement désemparés de voir l'attitude que le régime nazi avait à leur égard, et bien sûr au début personne ne voulait croire que l'histoire se terminerait de manière aussi dramatique. Mais Rainer souligne le fait que l'État nazi a absolument vu d'emblée une manière, en dépouillant les juifs, de gagner beaucoup d'argent et de se débarrasser aussi des juifs pour des raisons raciales, qui était l'idéologie de base du national-socialisme. Ce que Rainer souligne aussi, c'est que son grand-père était tout sauf un psychopathe. En revanche, une composante très importante de son caractère, c'est qu'il avait été dès son très jeune âge dans l'armée, où il s'était engagé pendant la guerre de 14, et donc le commandement et les ordres étaient des choses qu'on respectait à la lettre, et c'est ce que sa grand-mère, qui s'est suicidée en 1989, a jusqu'à la fin défendu. Elle a dit de toute façon que son mari avait obéi aux ordres et qu'il n'avait absolument rien à se reprocher. Et alors évidemment, Rainer réfléchit bien sûr profondément sur toutes ces questions. Quand il repense à la phrase de sa grand-mère qui disait Auschwitz c'était mon paradis, il se demande à quoi l'enfer pouvait-il ressembler pour elle. Tout à fait. Et alors, il serait important maintenant de demander à Rainer d'insister sur la réaction des propres enfants, donc de ses propres parents, oncles et tantes, pour qui le grand-père reste profondément à jamais un homme bon. Okay. Ja, ich möchte wissen, was war die Reaktion von den anderen Mitgliedern von der Familie, die dachten, dass sein Großvater ein guter Mann war und dass man ihm nichts vorwerfen konnte. Wie stehst du dazu? Natürlich ist es in meiner Familie so, dass ich der Schlechte bin, also der Böse, da ich das Familiengeheimnis geöffnet und gelüftet habe. Aber bis heute ist der Rest der Familie komplett der Meinung, er war ein toller Soldat, er war ein guter Kommandant und er hat nie irgendwas Unrechtes getan. Oui, évidemment, par rapport à tout le reste de sa famille qui croit encore dur comme fer que le grand-père n'avait absolument rien à se reprocher et qu'il a simplement fait son devoir, Rainer apparaît comme le méchant qui a ouvert la boîte de Pandore, si vous voulez, avec tous les secrets qui sont à l'intérieur, parce que lui met un point d'honneur à ne rien passer sous silence, et il a dit dès leur plus jeune âge à ses enfants qui était leur arrière-grand-père, et il n'a caché
cacher aucun détail, voilà. Au travers du livre, j'apprends que Rainer Hoss a visité Auschwitz, est allé en voyage à Auschwitz à 2 reprises, en 2009 puis en 2010. La question que je vais lui poser est peut-être un petit peu gênante. Comment a-t-il réagi à la première visite et quelle a été sa réaction à la deuxième visite qui risque d'avoir été différente? Alors là, je peux même tout de suite vous dire qu'il est allé de nombreuses fois à Auschwitz depuis 2009. Ah, d'accord. Il est allé très souvent à Auschwitz. Il est allé 28 fois à Auschwitz, notamment avec des scolaires. Donc il maintient ce récit du devoir de mémoire. Absolument, absolument. Il fait un énorme travail pédagogique, notamment dans des lycées, des écoles, où il témoigne. A-t-il été en Israël? Oui. A-t-il été à Yad Vashem? Yad Vashem? Oui. Quelle a été sa réaction? Wie war deine Reaktion in Yad Vashem? Also Yad Vashem ist unglaublich. Also was mich am meisten bewegt hat, war eigentlich die Kuppel der Kinder. Also ich habe also sehr viele Anläufe gebraucht, dort durchzugehen, also sehr erdrückend ist. Ich denke mal zumal auch mit der Last des Namens in dem Moment, wo man weiß, also viele dieser Kinder wurden eigentlich durch meinen Großvater exekutiert. Ja. Oui, quand il est allé à Yad Vashem, il dit qu'il a ressenti un sentiment de terrible d'oppression, en particulier quand il a vu la coupole des enfants, parce qu'il sait que le poids de son nom résonne d'une manière incroyable dans la mesure où c'est son grand-père qui est responsable de la mort de tous ses enfants. A-t-il rencontré des survivants de la Shoah? Oui, il en a rencontré de nombreux à travers le monde entier, je peux vous le dire. Et pense-t-il écrire à ce sujet? Il a dû récupérer des témoignages. Et comment son approche a été perçue par les rescapés de la Shoah? Also nicht nur, dass ich den Überlebenden begegnet bin, sondern natürlich sind auch sehr tiefe Freundschaften entstanden. Hier zum Beispiel mit Ben Lesser. Wir haben auf der anderen Seite habe ich ein Juristenteam, wo wir seit Jahren jetzt versucht haben, auch wieder ehemalige SS-Wachmänner vor Gericht zu bekommen, was uns auch gelungen ist. Also ein sehr bekannter Fall war jetzt das Thema Oskar Gröning, der Buchhalter von Auschwitz. Dann hatten wir Hanning und momentan Safke. Also wir arbeiten da Hand in Hand und ich habe eigentlich nie irgendwas Negatives von den Überlebenden mir gegenüber, sondern sie respektieren meine Arbeit, so wie ich natürlich auch das respektiere, was sie verkörpern. Aber ich denke, nur so kann man Brücken bauen, indem eine Partei muss den ersten Schritt machen. Und ich habe es einfach versucht, nicht zu wissen, was auf mich zukommt. Alors non seulement il a rencontré de nombreux survivants, mais il peut même dire qu'en fait, il y a une amitié profonde qui est née entre lui, Rainer Hoss, et la plupart d'entre eux, et notamment Ben Lesser, qui vit aux États-Unis et dont on a parlé tout à l'heure. Il y a un respect mutuel en fait qui s'est installé. Et il faut dire aussi que Rainer travaille avec une équipe de juristes qui œuvrent à amener devant les tribunaux d'anciens SS qui sont encore en vie malgré leur grand âge. Par exemple, Oskar Gröning, qui était le comptable d'Auschwitz, un autre qui s'appelle Parke, enfin bon bref. Donc il fait un énorme travail au niveau de la justice et des procès qui sont encore en cours. Bravo, et j'imagine combien ça peut être dur pour lui, et je comprends quand Rainer Hoss écrit qu'il a envie encore de hurler. Ja, er sagt bravo und ich verstehe, also wenn du sagst, ich möchte manchmal so schreien, das ich verstehe nicht. Il dit oui, merci. D'autant que je voudrais citer ce que dit de Rainer Hoss Eldad Beck, un journaliste israélien qui écrit dans le Yediot Aharonot en parlant de Rainer. Rainer est un homme tourmenté, déchiré entre sa responsabilité personnelle et la folie familiale, prisonnier d'un nœud gordien. Et je pense que c'est très très fort. Je dois dire à Rainer que j'ai été très très émue par son livre. Je tiens à le remercier pour ce travail doublement ardu qu'il a dû faire, car indépendamment de son souci de vérité, ça remettait en cause toute sa filiation. Et d'ailleurs, en fin de livre, il dit qu'il a tenu à prévenir ses 4 enfants très tôt
Otto, qui était, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Elisabeth, leur arrière-grand-père. Rainer Ross, je vous remercie. Je cite de nouveau le livre à lire, L'héritage du commandant, le petit-fils du commandant d'Auschwitz raconte, qui est paru aux éditions de Nuit. Rainer, encore merci, d'autant que cette interview passe dans cette semaine qui est très lourde de sens pour les disparus de la Shoah. Quant à vous, Elisabeth, je vous remercie également pour votre soutien et votre traduction simultanée. Merci à tous les deux. Je me permets de vous dire un au revoir en souhaitant vous avoir de nouveau à l'antenne. Au revoir Rainer, au revoir Elisabeth. Au revoir, je vais vous passer Rainer. Auf Wiedersehen und danke. Merci Rainer. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.